Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Thierry Sampère, le directeur de Deus Ex Machina. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de résumer ta carrière, même si je sais que ça va être le plus long résumé que j'ai eu dans ces entrevues? Ça, c'est pas sûr. Donc, je m'appelle Thierry Sampère, je dirige une entreprise qui s'appelle Vente d'influence Deus Ex Machina. Mon métier depuis 11 ans. Moi, je viens de la restructuration d'entreprises à la base. Je restructure des entreprises, je les aide à passer le cap de l'économie classique vers l'économie numérique. C'est-à-dire que moi, à la base, j'ai une formation qui n'est pas forcément une formation très technique en termes de numérique, mais j'ai passé pas mal d'années à aider des entreprises à redéfinir leur stratégie, à faire évoluer leur business model. Et au fur et à mesure de ces pérégrinations professionnelles, je me suis rendu compte que plus j'intervenais dans ces structures, plus ce que j'amenais, c'était de nouveaux usages, et à côté des nouveaux usages, de la technologie. Donc petit à petit, le gap s'est fait, le pivot s'est fait, que si on parle en start-upper. On va parler de transformation digitale si on parle en start-up. On fait de la transformation numérique ou digitale, ça dépend si on est proctologue ou pas. Donc voilà, aujourd'hui j'accompagne des entreprises sur de la transformation numérique. Alors après, ce que j'ai fait avant, voilà, j'ai passé ma vie à essayer de gérer des rapports humains. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qui n'est pas une mince affaire et qui évidemment m'intéresse. Aujourd'hui, en ton entreprise, vous êtes combien? On est une bande de joyeuderie qui se résume à moi. Bon. Donc justement, moi et mes 24 personnalités différentes. Oui, effectivement, la schizophrénie, ça occupe. C'est important, ouais. Alors, ça change des gens que je peux recevoir habituellement, qui ont plutôt des équipes, mais ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est justement ce côté décision, d'être tout seul, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Tu as eu des équipes. Je vais commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a décidé à finalement te lancer cette fois seul, contrairement à d'autres moments où je ne sais pas jusqu'à combien vous êtes monté, mais... Moi, j'ai géré des équipes jusqu'à 49 personnes, pourquoi? Alors déjà, c'est l'histoire d'une vie de concours de circonstances qui font qu'à un moment donné, on a peut-être envie d'être tout seul ou à un moment donné, on a envie d'être accompagné. Il n'y a pas de déterminisme sur ces questions-là. Simplement, moi, j'ai un métier où, j'ai un bureau, j'y suis quasiment jamais, je suis chez mes clients. Donc, je n'ai pas le sentiment d'être seul. Dans mon métier, je suis en intervention chez mes clients. Donc, je fais partie d'une équipe quoi qu'il arrive. La seule différence, c'est que c'est jamais la même équipe. Donc je varie depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, je fais partie de plusieurs équipes. Alors soit je les encadre, soit je les dirige, soit je les supporte parfois. Supporter pas dans le sens négatif du terme, je les supporte. En mode support. En mode support. Soit effectivement, moi ce qui m'intéressait dans cette démarche, c'était de pouvoir me nourrir d'un certain nombre d'expériences, alors qu'ils soient des expériences collectives, de management, etc. Mais d'expériences de vie, d'expériences humaines, dans des domaines d'activité tous différents. Je pense que, je sais pas, je dois avoir une difficulté, je dois être hyperactif, je dois avoir du mal à rester en place et que malgré quelques tentatives qui sont soldées par de très lourds échecs, le fait de rester statique sur le même truc, à me dire que je vais faire pendant 15 ans la même chose, j'ai beaucoup de mal à pouvoir me dire je vais rester à faire 15 ans la même chose. Donc je trouvais que c'était la bonne solution aujourd'hui d'avoir cette entreprise qui existe maintenant depuis quand même 11 ans, de pouvoir être toujours dans la même dynamique, mais avec plein de personnes différentes. Et du coup, donc, tu te retrouves finalement manager des équipes de tes clients. Alors, comment ça se passe? Parce que tu vas avoir premièrement des équipes très différentes, avec des cultures d'entreprise différentes. On a parlé de transformation numérique ou digitale, et effectivement, j'imagine qu'il peut y avoir des résistances en interne, et que dans ce cas-là, tu deviens le relais et peut-être le sachant. Alors, comment ça se passe en termes de management? Est-ce que c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'explications? Tu t'adaptes à la situation? C'est à la fois extrêmement simple, alors c'est une la palissade ce que je veux dire, c'est à la fois extrêmement simple et extrêmement complexe. Tout dépend, alors ça dépend déjà des secteurs d'activité. On ne va pas avoir la même approche quand on est dans une entreprise du secteur du bâtiment ou sur une entreprise de service qui est peut-être beaucoup plus agile, qui a besoin d'avancer de manière un peu plus rapide, etc. Ok. Déjà,
Tout dépend effectivement du type d'entreprise qu'on a en face de soi. Moi, le principe, c'est essayer d'éviter d'agir avec du déterminisme. Moi, mon métier, dans un premier temps, c'est d'essayer déjà de faire comprendre à un dirigeant pourquoi il a engagé cette démarche de transformation. Parce que souvent, dans 70-80% des cas, on vient me voir pour une mauvaise raison. Voilà, c'est-à-dire que la nécessité de changement, elle vient pour une mauvaise raison. Ils ont identifié qu'il y avait un problème, mais certainement pas pourquoi il fallait changer. Ou... Voilà. Peut-être pour l'effet de mode. L'anecdote, c'est je fais ma transformation numérique, ça y est, j'ai réussi ma transformation numérique, j'ai changé tous les ordinateurs de la boîte. C'est ce que j'appelle une mauvaise raison. Je pense que tu le sais aussi bien que moi. Aujourd'hui, on parle de transformation numérique, transformation digitale. Tout le monde fait de la transformation numérique, tout le monde fait de la transformation digitale. Or, je pense, c'est un avis que je partage uniquement avec moi-même et peut-être mes 24 personnalités différentes. Quand je dis 24 personnalités différentes, c'est qu'il faut s'adapter à chaque entreprise. C'est ça le truc. Hein. Pour ça, je dis parfois, je peux effectivement devenir schizophrène parce que je n'aurai pas la même approche suivant l'interlocuteur. C'est avant tout une décision de dirigeant. C'est-à-dire que moi, j'arrive avec des dirigeants. Ces dirigeants, il faut leur expliquer que la transformation numérique, c'est à la mode en ce moment, mais avant toute chose, c'est de la restructuration d'entreprise. C'est pas pour rien que je dis que je viens de la restructuration. Moi, à la base, j'ai appris à faire du cost killing, j'ai appris à nettoyer, j'ai appris à pas forcément faire dans le sentiment, j'ai appris tout ça, et peut-être qu'après avoir eu un sentiment de rejet de tout ce que je pouvais faire, enfin, qui n'étaient pas forcément des choses qui me plaisaient, j'ai eu envie d'arriver plutôt en amont, avant qu'il y ait des problèmes, et d'accompagner, de dire bah voilà, je pointe un certain nombre de difficultés, de dire d'un point de vue stratégique on peut restructurer une entreprise en étant positif, en étant dans un changement qui soit un changement programmé, un changement qui soit expliqué. Donc la première étape, c'est effectivement à un moment donné d'aller expliquer aux dirigeants, de lui faire comprendre pourquoi il veut se transformer, pourquoi il veut faire évoluer son entreprise. Si c'est pour faire comme les autres, c'est très mauvais. Moi, je suis dans un métier où je vis en permanence avec la notion d'échec. Il y a des études qui sont très très explicites là-dessus, qui par exemple, quand on parle de fusion d'entreprise, on est à des taux d'échec de fusion d'entreprise qui avoisinent les plus de 80%. Moi, dans mon métier, le taux d'échec, il est à plus de 70%. C'est-à-dire que je vis avec le fait de dire, toute la démarche qui est entreprise, il existe une probabilité extrêmement forte que cela ne marche pas. Tu t'adaptes à la personnalité du dirigeant. C'est-à-dire, si tu arrives dans une entreprise qui aime ses salariés, on va dire, pour simplifier, bon, j'imagine que là, c'est plus simple, mais tu peux arriver dans des entreprises, alors, peu importe le secteur d'activité, effectivement, ça peut être du BTP, du tertiaire, de l'industrie, peu importe, où on est plus dans une approche peut-être de production, peut-être une approche avec des actionnaires, ce genre de choses. Est-ce que, avec une approche peut-être plus dure, est-ce que dans ce cas-là, tu t'adaptes et tu essayes de rentrer dans cette approche-là, ou est-ce que tu essayes d'assouplir leur vision Je pense que ce qui est important à un moment donné, c'est déjà d'arriver avec son propre corpus de valeurs, sa vision, etc. Okay. Après, il faut essayer d'adapter. Il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas de recette miracle. On peut avoir des dirigeants qui vont être dans je veux que vous veniez pour m'aider, etc. Je fais de la participation, et en réalité, c'est la gestion en interne de l'entreprise est absolument effroyable. On est parfois plus dans le jugement personnel, dans le personal branding. Je suis un dirigeant ouvert, etc. Et en réalité, quand tu regardes comment ça fonctionne, comment on fait passer les choses de manière un peu hardcore, on est loin de tout ça. Parfois, tu peux avoir des dirigeants qui sont extrêmement renfermés et qui, en réalité, sont hyper ouverts et attendent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse faire sauter les verrous. Je pense que la chose la plus importante, c'est déjà de pouvoir prendre le temps, avant de commencer ce travail, de discuter avec le dirigeant et de le comprendre et de réussir à penser comme lui. Parce que restructurer, c'est déconstruire quelque part. Et on ne peut déconstruire que si on est capable de penser comme le dirigeant. Alors parfois, c'est très complexe. Moi, je pense, il m'est arrivé sur un dossier avec une dirigeante qui, on commence à travailler ensemble, et je me rends compte au fur et à mesure de mes analyses, enfin du travail où elle m'explique comment elle travaille, comment elle appréhende son entreprise, etc., que primo, elle est en souffrance et qu'elle atteint un degré de détestation de l'ensemble de ses collaborateurs qui est inouï. Et j'ai à gérer
une transformation de l'entreprise, parce que l'entreprise, quand on regarde les indicateurs, on sait que dans les 3 ou 4 années à venir, elle risque d'avoir de très très gros problèmes. Et j'ai à gérer une dirigeante d'entreprise qui m'envoie régulièrement des mails, et dans ces mails, elle se plaint de ses collaborateurs en permanence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fenêtre ouverte, et derrière, enfin de fenêtre ouverte vers un avenir, et derrière, je suis mis dans cette entreprise comme étant le sauveur. Ça, c'est terrible, parce que c'est systématiquement un échec. Tu dirais que ton métier ne peut être bien fait que si tu as formé le manager et si tu l'es peut-être même formé au management finalement. Est-ce que je peux être extrêmement provocateur? Tu peux dire ce que tu veux. Mon métier peut être bien fait à partir du moment où le manager n'a pas besoin de moi. En réalité. Parce que s'il n'a pas besoin de moi, il va m'écouter. Au sens où il faut réussir à créer une relation avec un dialogue construit. On amène de nouveaux usages dans l'entreprise. On va bouleverser, on rentre dans le cœur du réacteur. On fait de la transformation, on peut construire une plateforme, etc. On crée de nouveaux usages. On va énormément à la fois travailler sur la relation client, il faut travailler sur la formation en interne des collaborateurs. Enfin, tout est chamboulé. Quand je dis si le manager n'a pas besoin de moi, c'est-à-dire qu'il est ouvert. En fait, il a plus besoin d'un partenaire. Tu dois être un facilitateur, ouais, il a besoin d'un pas être le leader qui va imposer les choses. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va prendre sa place. Là, c'est les 30% de réussite. Et quand ça marche, par contre, les réussites sont extraordinaires. Quand les réussites sont là, elles sont extraordinaires. Bien souvent, sur des entreprises, surtout de petite taille, on se retrouve effectivement avec des managers, avec des dirigeants qui sont dans des situations de détresse. Je pense qu'on le vit tous. Moi-même, en tant que dirigeant d'une toute petite entreprise, il y a des moments, enfin voilà quoi, si je pouvais aller élever des chèvres dans le Larzac et que personne ne m'emmerde, je serais très heureux. Donc le dirigeant lui-même, il subit des moments de stress. Et quand se crée une relation qui est parfois une relation de dépendance, c'est extrêmement complexe à gérer, parce que le dirigeant se retrouve dans une position de demande permanente, permanente qui ne peut pas être satisfaite, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que parce que je fais juste de la restructuration, je suis pas psychiatre, je suis pas, je suis pas le meilleur pote. Souvent, quand on rentre dans le cœur du réacteur, il y a des relations personnelles qui commencent à se tisser. Et ça, c'est extrêmement complexe de pouvoir garder une distance, parce que si je ne garde pas de distance, je commets des fautes de jugement. Moi, j'ai aucune honte à le dire, qu'il m'est arrivé de me planter sur des projets parce que j'ai pas réussi. Tu perds ton objectivité parce que j'ai pas réussi à garder la distance avec un dirigeant, parce que je suis aussi un dirigeant. Et que les problématiques qu'il peut avoir, je les vis aussi et je les ai vécues dans ma carrière professionnelle. Donc c'est extrêmement complexe. Moi, je suis toujours très surpris quand je lis ou je vois des conférences avec des grands gourous du management, etc., qui nous filent une tonne de complexes. C'est-à-dire les mecs, ils réussissent tout, ils arrivent, ils analysent, tout va bien, ils font 2-3 trucs et voilà, il y a des licornes et des arcs-en-ciel, tout le monde s'éclate, etc. Waouh, ça file énormément de complexes, mais ça file des complexes. Alors, à des gens, moi je suis pas, mon métier c'est pas le management en tant que tel. Moi je fais de la restructuration, c'est-à-dire je travaille pas que les âmes, hein, je travaille tout le reste autour. Mais j'imagine que le type qui est dans son entreprise et qui a des problèmes de gestion de personnel et autres, et qui voit ces grandes conférences, alors c'est très motivant, etc. Mais derrière, il fait forcément une dépression, parce que ça fait ressortir tous ses propres écueils, toutes ses propres erreurs. Or, malheureusement, je ne crois pas que l'homme soit parfait, et c'est très bien comme ça. Heureusement que nous ne sommes pas parfaits. Simplement, tous ces bouquins, toutes ces conférences, etc. qu'on voit, on a l'impression qu'on nous vend un homme parfait, le manager parfait, qui réussit, qui fait tout, qui est extraordinaire, qui est génial, qui a juste à faire un petit truc, et tout va bien. C'est-à-dire que ces managers parfaits, la résistance au changement, ils ne connaissent pas. Ils oublient qu'on est juste. Tout le monde est motivé. Tout le monde est super motivé. Les gens se révèlent, etc. Et c'est grâce à leur équation personnelle qui réussissent à faire ça. Ça donne énormément de complexes. Et en fait, je me suis rendu compte de ça dans ma carrière professionnelle ensuite, où quand je suis arrivé, quand j'ai commencé, je voulais péter le monde. Hein. J'étais sûr de moi, j'avais plein d'idées, j'avais plein de certitudes sur tout.
Là maintenant, je pars du principe que euh, j'ai beaucoup de réussites dont je suis très fier, et en même temps j'ai beaucoup d'échecs dont je suis très fier aussi. Parce que ces échecs m'ont aussi appris, donc d'échecs pour mes clients, m'ont aussi appris, et des échecs aussi professionnels, m'ont appris à déjà essayer de travailler un peu plus dans la profondeur, m'ont appris qu'il n'y avait pas de certitude, que rien n'était écrit, que parfois tout peut se passer très très bien et que ça finit dans dans une catastrophe absolue, et que parfois des situations les plus inextricables sur des boîtes où on arrive, on se dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et on se retrouve dans des trucs extraordinaires derrière. J'ai l'exemple d'une boîte du bâtiment dans laquelle je suis arrivé, je suis resté 24 mois dans la boîte. Quand je suis rentré dedans, ça se tapait dessus en permanence, les associés, etc. C'était règlement de compte à hockey choral. Et petit à petit, résistance au changement, mais petit à petit, en mettant des toutes petites choses en place. Donc, en n'arrivant pas, Jean-Paul Belmondo, toc toc ta gala, je vais vous apprendre la vie, mais je ferme ma gueule, je dis tiens, on va essayer juste ça, et puis ça, petit à petit. Moi j'ai vu des gens, parfois des gens très résistants, qui disent non, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas utiliser ton appli, elle m'énerve, etc., etc. Petit à petit, dire ah ouais, c'est pas con. Et que, voilà, moi ça m'a appris à m'effacer énormément. Quand j'ai commencé ma carrière, je ne m'effaçais pas, j'ouvrais trop souvent ma gueule. Ça m'a énormément appris parce que comme tu t'as pu le dire tout à l'heure, il y a énormément d'aventures humaines dans tout ça. Et puis, l'humain, à moins d'avoir un doctorat en psychiatrie, et encore, je ne suis pas certain qu'on soit tous capables, équipés, mais même en étant avec des années d'expérience en management, etc., on n'est pas équipé pour ça. Il y a une part d'instinct, il y a beaucoup d'écoute. Je pense qu'avec le temps, je me dis, il y a aussi pas mal d'humilité à avoir. Et puis, à un moment donné, comment dire, peut-être savoir gérer l'imprévu, en fait. C'est le principe d'incertitude, être capable d'appréhender le principe d'incertitude. Je te remercie beaucoup Thierry. Ma dernière question, la question qui tue. Avec ton expérience, avec tout ce que tu as pu vivre et avec ce que tu sais aujourd'hui, en termes de management, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce que je referais pas? Je pense qu'aujourd'hui, comme je pouvais te l'expliquer tout à l'heure, le plus important dans mon métier, c'est la manière dont on tisse une relation avec un dirigeant quand on intervient dans de la transformation, dans de la stratégie, etc. Je pense qu'avec le recul, je pense qu'il faudrait que j'aurais pris des cours de proximité. C'était voilà, d'apprendre à gérer la proximité avec un dirigeant. Parce qu'il y a forcément, à un moment donné, quand on doit penser comme les gens, il y a une osmose qui se crée. Il y a des choses qui font que on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et que quand on a des gens en face de nous qui sont en détresse, la tentation de rompre la barrière des 70 cm et de rentrer dans une sphère plus privée de compréhension, c'est un réflexe normal parce qu'on est des êtres humains, mais que quelque part, la prise de distance doit être indispensable, elle doit être énorme. Moi, j'ai un métier où la prise de distance, c'est la clé c'est pas la clé de la réussite en tant que telle, c'est la clé de la paix intérieure, parce que à un moment donné, il peut arriver dans l'intervention qu'on se rende compte que de toutes les façons, c'est voué à l'échec. Ça m'arrive à un moment donné, on est en pleine prestation, je travaille avec un client, et il faut avoir l'honnêteté à un moment donné de lui dire voilà, donc on est là, on est arrivé à tel endroit, on doit faire telle chose, mais on ne peut pas. Voilà pourquoi on ne peut pas. Donc en fait, et il faut arrêter. Il faut être capable de pouvoir dire stop. Voilà, il y a des prestats que j'aurais arrêté certainement là où j'ai continué parce que il paraît qu'il faut être tenace dans la vie. On a un winner quand on dit ouais, j'y vais quand même. Jamais lâcher ses objectifs. Jamais lâcher ses objectifs, etc. C'est de la sombre fumisterie, ça. Il faut savoir à un moment donné dire là, il vaut mieux sauver ce qui est sauvable et ne pas essayer d'aller au-delà. Et ne pas s'entêter. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Je suis surfeur, donc des vagues, de belles vagues. Un peu de vent. Un peu de vent aussi pour faire du kitesurf. Je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter. Longue vie, je sais pas. C'est déjà pas mal. On va se souhaiter longue vie. Du bonheur, des découvertes. C'est pas mal aussi des découvertes. Découvrir des choses. En fait, ouais, ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est de pouvoir être capable de s'intéresser, de s'émerveiller à tout ce qui les entoure et de faire des découvertes tous les jours. De trouver des bouquins, des choses qui, à un moment donné, va les interpeller et les faire pas grandir, parce qu'on est tous un peu grands. J'aime pas ce terme de faire grandir les gens. Je trouve ça paternaliste. Non, de les faire, de les faire s'ouvrir. Voilà, c'est ça qu'on peut souhaiter à quelqu'un. À la rigueur, c'est ce que je peux me souhaiter. Bon, c'est sur ces termes d'épanouissement qu'on va se quitter. Merci beaucoup Thierry. Merci mon cher ami.